I might also do a brief resume of what I will say in English to anyone that would prefer that in French at the end. Okay, so thank you once again to everyone for joining this session of AMMCO Webinar Series. So the presentation I'm going to give today is titled Acoustic Methods Improve the Detection of the Endangered African Manatee. We know at the African Marine Mammal Conservation Organization, we work towards the conservation of endangered marine fauna. And you all know working on marine fauna is not an easy task because they are underneath the water and at times very difficult to monitor them. So today we are going to talk about methodologies that can help us improve the detection of a marine mammal, which is the African manatee. So before I continue, I would first like to thank my co-authors who are Atina YC, Sevilla Kekenu, Lucy Jain, Eric Angel Ramos, Mumi Kokushi, and Awisi Takukam Kam. So the African manatee is one of the 4 extant Sirenian species. So manatees are a family of Sirenians that include 3 species, including the West Indian manatee, the Amazonian manatee, and the African manatee. So the African manatee is a little bit smaller than the West Indian, but a little bit larger than the Amazonian. Typically, they have the same shape. So the African manatee has a body length of about 2.5 meters and can weigh up to 400 kilograms. It can live for a minimum of 39 years, and they inhabit mostly fresh and marine water systems. African manatees exhibit a low genetic diversity, and unlike the other manatee species, one particularity of the African manatee is that it is omnivore. So most of all the Sirenians feed exclusively on plants, but the African manatee feeds on plants and other diet, including fish and clams. Unfortunately, this is also one of the reasons why they are pushed in their wish. So as I was talking about poaching, the major threats to the African manatee include poaching by catching fishing gears and habitat loss. And for this reason, it is estimated that there are less than 10,000 individuals remaining in the wild. So in addition to these threats, one major hindrance to the conservation of the African manatee is data paucity. For the matter of fact, the African manatee is considered as the least studied Sirenian, and more importantly, the least studied large mammal in Africa. And there are a few reasons for this data paucity. These include the fact that there are very few manatee researchers. Also, the fact that the African manatee is very elusive, mighty social, and they inhabit mostly turbid and murky waters where it is very difficult to spot them visually. So we thought of how can we overcome all these difficulties? How can we monitor manatees, considering that they are very elusive, difficult to spot, and inhabit very remote habitats where it's difficult to monitor them visually? So what can we do to enhance our ability to detect the African manatee? So we thought of 3 methodologies: genetics, citizen science, and acoustics. However, genetics is sometimes very expensive, needs to like a high capacity, needs good equipment, and this is sometimes not very affordable for researchers. Citizen science has this limit that at times it is limited by the unreliability of the reporters, which are sometimes afraid of giving information because they are afraid of
they're afraid of being prosecuted, as the African manatee is a protected species. So the third methodology that we can use is acoustics methods. And this method has proven important results, good results with other marine mammals, including sirenians. Acoustics have been used to monitor the Antilles manatee, the Amazonian manatee, and has yielded up to 100 detection rates attempts. So the main objective of this work was to determine methodologies that could enhance the detection of the African manatee. More specifically, we aimed to determine and compare the African manatee detection frequency of the classic visual method, the 360 sonar scan, and the passive acoustic monitoring. So the second specific objective was to determine in which environmental conditions influence the likelihood of detecting manatees. And lastly, we aimed to make recommendations for future manatee and other marine mammal surveys based on the combination of survey methods and environmental conditions. So this study was conducted during a 12-month period at Lake Osa, which is a 4,000-hectare lacustrine complex situated in the littoral region of Cameroon. And Lake Osa is considered as a manatee sanctuary in the country. Unfortunately, in 2016, this lake was invaded by giant savinia, which is an aquatic fern originating from southern Brazil. So as I said, giant savinia invaded Lake Osa in 2016, and at the time of this study, it had covered approximately 50% of the lake surface. So we used to implement passive acoustic monitoring. We use the LS1 hydrophone that was configured to continuously record 5-minute sound, 5-minute clips at a sampling rate of 44.1 kilohertz. Sonar scan was implemented using a Hummingbird 360 sonar, which had a dual beam of 83 and 200 kilohertz. So how did our study design look like? So we chose 10 sites, including 5 sites within the invaded area of Lake Osa and 5 sites within the uninvaded area. And a total of 100 surveys were conducted. Surveys consisted of 1-hour scans, during which all these 3 methodologies, meaning the visual scan, the 360 sonar, and the passive acoustics, were monitored simultaneously at the same site during 1 hour. So prior to implementing each survey, some environmental conditions were measured. These included water depth, transparency, temperature, savinia coverage, and density, and the Beaufort state. So acoustics analysis consisted of analyzing the screenshots of the sonar scan to confirm or infirm the positive detection of manatees, and analysis of acoustic recordings were done using software AMMCO. All our statistical analysis were conducted using software R, and we calculated the manatee detection frequency of each method as the ratio between the number of successful scans and the total number of scans. We used Pearson's chi-square test to ascertain differences between methods detection frequency. And we finally built and fitted a binary logistic regression to our data to determine if and how environmental variables and their interaction with the several methods
influence the likelihood of detecting manatees. Now comes the time for results. So it appeared that passive acoustics was the most successful methodology for detecting manatees in Lake Osa. And more importantly, passive acoustics was significantly more successful in detecting manatees than the visual point scan. It was close to significant in the difference to the 360 sonar, and the 360 sonar was almost, it had a border effect, almost significantly different from the visual point scan. This means that in terms of classification, in terms of likelihood of detecting manatees, passive acoustics is more successful, and the second methodology was the 360 sonar, and unfortunately, what is most commonly used, visual point scan, was the less successful method of detecting manatees in Lake Osa. So, regarding our model that aimed to determine the environmental conditions in which the detection of the African manatee is optimal, after a stepwise selection, the parsimonious method we obtained was as follows. Manatee detection likelihood was expressed as a function of a combination of the detection methods and its interaction if invasion, in addition to water depth, to transparency, and we included sight and month as random effects so as to account for spatial and temporal pseudo-replication. So our model output showed that our final model, the total exponentiary power of our model was substantial, as we obtained 52% variance, and the summa C value was of about 0.9, which is strong, meaning our model had a very strong predictive effect. Moreover, our model showed that all the fixed effects, meaning water depth, transparency, and the interaction between survey methods and giant Sardinia invasion, were powerful or significant predictors of the likelihood of detecting manatees in Lake Osa. So that's mathematics. What does that mean biologically? What's the explanation? This means that it is more likely in Lake Osa to detect manatees when water depth decreases. It is more likely to detect manatees in shallower water depths than in higher water depth. Also, it is more likely to detect manatees in higher water transparency than lower water transparency. And finally, it is more likely to detect manatees in the uninvaded area of Lake Osa than in the invaded area using passive acoustics. So, why is it that we detect manatees more in higher water, in shallower water? The hypothesis that we emitted is that during a lower water level, the flooded areas of the lake recede, and the base in the water encashment available for manatee reduces. Manatees constrain towards the middle of the lake, and their abundance has increased. This also increases the likelihood of detecting manatees. For the water transparency, it is more likely to detect manatees in higher water transparency. First of all, because if water is clearer, we can visually spot manatees. We can more likely visually spot manatees. And when water is higher, the efficiency of the 360 sonar is increased because water particles that limit the water transparency are absent, and this increases the likelihood of detecting manatees through the 360 sonar.
Now, finally, regarding giant Sardinia invasion, it's true that we have another paper that focuses on how giant Sardinia influences manatee habitat use in Lake Osa. That will be hopefully one of our next presentation in AMMCO Webinar Series. But it happens that when giant Sardinia covers the water surface, it also competes with what is known as manatee food in Lake Osa, which is the antelope grass. And this likely pushes manatees to migrate out of the giant Sardinia area to look for areas where they can easily have access to food. So in conclusion, what we can get as a take-home message is that passive acoustics monitoring is more successful in detecting manatees in Lake Osa than the 360 sonar and the visual point scan. And in Lake Osa, it is more likely to detect manatees within the uninvaded area than the invaded area, in shallow water depth, and in higher water transparency. We recommend to combine both sonar scan and passive acoustic monitoring and to deploy recorders over longer periods to enhance the detection rates of the African manatee. We highly recommend passive acoustic monitoring when it concerns cryptic species like the Atlantic humpback dolphins and zigons, including the African manatee, to monitor turbid environments and to do night monitoring. However, line track sets might be preferable to passive acoustic monitoring as they can cover a larger range in clear water systems. So I cannot end this presentation without acknowledging the contribution of all this organization. A big thank to the African Marine Mammal Conservation Organization that guided the study from the beginning to the end, and also the funder, all the institutions that funded the study. Before handing back the floor to the moderator, I would like you to please pay attention to get the very, very first recordings of the African manatee vocalizations in the wild. These are the very first recordings that we did, and I hope you enjoy it. Please hear. Okay, so thank you for your keen attention, and I would just like to tell you that you can further read some of our other publications, including what you just heard, the very first recordings of the African manatee vocalization. You can read our publication on that. You can also read our publication on how we use machine learning techniques to automatically extract African manatee vocalizations. So this study has been published in a peer-reviewed journal, and you can scan this QR code if you want to read in details what we did. So thank you for your presentation, and I am very happy to answer your questions. Merci Clinton pour cette présentation magnifique. Merci Cédric. Juste avant de finir, si tu peux m'accorder quelques minutes pour que je fasse un bref résumé de la présentation en français. Et pendant que tu fais le résumé, ceux qui viennent de joindre, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'ajouter vos questions dans le chat ou de les noter pour pouvoir les... Ok, merci. Donc, peut-être pas en utilisant la diapo. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, à African Marine Mammal Conservation Organization, nous travaillons pour la conservation de la mégafaune aquatique, et ceci implique de collecter des données écologiques sur ces espèces. Et vous savez que ces espèces vivant dans l'eau, il est parfois difficile de pouvoir collecter les données sur elles.
puisqu'elles sont dans l'eau et c'est difficile de les voir. Parfois, elles sont invisibles, si je peux le dire. Donc, il était question pour nous de trouver une méthodologie qui va améliorer notre aptitude à détecter ces espèces dans leur milieu naturel. Et le cas d'espèces ici, le cas de figure ici était le lamantin d'Afrique. Alors, le lamantin d'Afrique est une espèce menacée et elle, en plus du fait d'être menacée, elle est difficile à percevoir dans son milieu naturel. Et la méthode classique qu'on utilise souvent pour détecter cette espèce est la méthode visuelle qui consiste à naviguer tout au long des cours d'eau à la recherche de cette espèce. Sauf que cette méthode a montré des limites avec des très faibles fréquences de détection. Donc, nous avons essayé l'implémentation de deux autres méthodologies, la méthode sonar et la méthode acoustique passive en utilisant des hydrophones. Alors, nous avons comparé la méthode sonar, la méthode acoustique passive et la méthode visuelle. Nous avons implémenté et comparé ces trois méthodes pendant une durée d'1 an au lac Ossa, qui est considéré comme le sanctuaire du lamantin au Cameroun. Et le résultat qui en découle, c'est que le lamantin est significativement mieux détecté avec la méthode acoustique passive. Et la différence était statistiquement significative. Donc, la meilleure méthode des trois de détection du lamantin d'Afrique dans son milieu naturel était la méthode acoustique passive. Et la deuxième méthode était la méthode sonar. Malheureusement, la méthode classique, qui est la méthode la plus utilisée, c'est-à-dire la méthode visuelle, était la méthode la moins efficace dans la détection du lamantin. Autre chose que nous avons examinée était de savoir dans quelles conditions environnementales ces méthodes sont plus efficaces. Et nous avons donc constaté qu'il est plus facile de détecter le lamantin lorsque le niveau d'eau est bas, lorsque la transparence de l'eau est élevée et lorsqu'il s'agit de la partie non envahie du lac. Parce qu'une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que le lac Ossa, au moment de l'autre étude, était envahi par la salvinia à près de 50% de sa surface. Donc, notre travail a montré que le lamantin était plus détecté dans la méthode non envahie que dans dans le milieu non envahi que dans le milieu envahi par la salvinia. Donc, voilà un bref résumé de ce que nous avons fait. Merci une fois de plus, Clinton, pour cette brillante présentation et pour le résumé en français pour ceux qui auraient perdu certains éléments en anglais. Alors, maintenant, Clinton est ouvert à vous pour répondre à ces questions. Sentez-vous libre de les écrire dans le chat, que ce soit en anglais ou en français, ou de lever la main et vous aurez la parole pour poser vos questions. So please feel free to type your question in the chat box or to raise a hand, and then you will be given the floor to ask your question to Clinton or to comment his presentation. Déjà, dans le chat, il y a une question, il y a deux questions. La première, c'est la méthode sonar révélait quel indicateur de présence du lamantin dans son environnement? Si je comprends bien la question, la personne voulait savoir comment est-ce que l'on sait, avec la méthode sonar, qu'il y a le lamantin dans le milieu. Alors, le principe de fonctionnement de la méthode sonar est le suivant. Il y a un équipement, je ne sais pas si je peux rentrer rapidement dans ma présentation pour lui montrer. Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, Ok. Clinton, ton écran. D'accord. Donc, la méthode, voici l'équipement sonar. Ici, cette tige-ci est plongée dans l'eau à une profondeur d'environ 1 mètre. Et cette tige émet des ondes. Lorsqu'elle émet des ondes, il y aura une partie de cette onde qui sera réfléchie par le milieu. Donc, en fonction de l'obstacle que les ondes vont trouver, il y aura une sorte de réflexion. Et quand il y a réflexion, cette même tige va capter le son réfléchi et va transformer ce son-là en une sorte d'image. Et je vais vous montrer, voilà. Voici par exemple le cas ici, on a une image sonore. C'est vrai que c'est petit, il faudrait peut-être l'agrandir, mais voici un lamenteur ici. Le principe, c'est quoi? Lorsque ça renvoie l'image, ça va montrer toutes les formes possibles qu'il y a dans l'eau. Et le lamenteur a une forme bien précise. C'est en fonction de la forme de l'image renvoyée par le sonore, par la tige et la taille de cet objet qu'on peut dire que ici c'est le lamenteur ou ici c'est pas le lamenteur. Ok, merci Clinton pour l'explication. Bon, mon inquiétude est surtout sur l'erreur peut-être de se tromper sur l'interprétation de l'image. Est-ce que avec ces études telles que tu présentes l'image là, c'est réellement le lamentin lorsque tu fais des comparaisons avec les trois différentes méthodes? Est-ce que les méthodes s'accordent en fonction de tout ça? Ok, merci pour cette question. Je vais juste ajouter ceci. C'est vrai que rien n'est sûr à 100%, mais il y a des indices tellement précis qui seraient que les chances de se tromper sont minimes. Par exemple, je parlais de la forme. Au lac Oussa, par exemple, il n'y a que le lamentin qui a cette forme. Il n'y a pas un autre animal. Deux, la taille. Il n'y a que le lamentin qui puisse avoir cette taille comme animal au lac Oussa. Trois, la mobilité. Parfois, vous allez voir l'animal se déplacer, c'est-à-dire qu'à un instant T, vous allez voir l'objet mouvant ici, et à un instant T plus 1, vous allez voir ailleurs. Donc, ça ne peut pas être une branche ou quelque chose de ce genre. Donc, on se base sur la taille, sur la forme, sur la mobilité. Ces trois paramètres-là pris en compte limitent vraiment significativement les chances de se tromper. Et maintenant, l'autre question, c'est est-ce que cette méthode-là s'accorde? Je vais dire, il y a eu des cas où les trois méthodes ont détecté le lamentin au même moment, mais il y a aussi eu des cas où une méthode détecte et l'autre ne détecte pas. Par exemple, la méthode acoustique peut détecter un signal, une vocalisation du lamentin, et la méthode sonore ne détecte pas le lamentin. Les trois méthodes n'ont pas le même champ, je veux dire quoi, le même champ de détection. La méthode sonore, par exemple, est limitée dans les 60-90 mètres. Alors que avec la méthode acoustique, une vocalisation, si elle est émise à une forte fréquence, peut être détectée par exemple à 120 mètres. Voilà la différence. Maintenant, la méthode visuelle peut avoir ses limites. Comme le lamentin, lui, il est dans l'eau, il est possible qu'il passe de façon incognito et que tu ne le vois pas. Donc, chaque méthode a ses pros et ses cons, chaque méthode a ses limites et ses qualités. Mais le résultat est que de façon claire et nette et statistiquement significative, la méthode acoustique passive était la meilleure. Ok. Donc, du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit, ça concerne justement l'implémentation des méthodes, de ces trois méthodes lorsque tu faisais les descentes sur le terrain. Je t'ai suivi dans la présentation, tu as eu à choisir 10 sites, n'est-ce pas? Est-ce qu'à un moment, c'était une méthode que tu implémentais avant de pouvoir peut-être faire l'autre un peu plus tard? Non, les trois méthodes, au même moment. Oui, les trois méthodes étaient implémentées au même moment,
au même site. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un temps pour une méthode, un autre temps pour une autre. Donc, c'était une implémentation simultanée dans chacun des sites. Merci Guy pour ces questions. Donc, nous allons passer à la question suivante qu'il y a dans le chat. The question is from Nelly or Nela, and she's asking, please, can you expand on what you really mean, as simple as possible, when you talk about passive method? What makes that method passive? Clinton, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que tu entends par méthode passive? Est-ce qu'il y a une autre qui est active? Ok, bon, la question était posée en anglais pour que je réponde en anglais, pour que je sache. The question is in English. Okay, so what makes a method for, I would like to say, for example, that in acoustics monitoring, there are two techniques. There what we call passive acoustics and what we call active acoustics. So active acoustics, what we call active acoustics is like the sonar device is sonar monitoring is an active acoustic monitoring. What makes it active is that there is an interaction between the method and the environment. For example, when the beam of the sonar emits waves in the water system, those waves will like encounter a target, and that target will reflect the wave back to the beam. So it's an interaction. That's what makes it active, right? Whereas for passive acoustics monitoring using the hydrophones, we just deploy the equipment underwater, and the equipment will passively record all what is sound underwater. The recorder does not emit something; it just receives. That's what makes it passive. I hope I answered you. I hope you understand what I mean. En français, ça veut dire que la méthode acoustique, le sonar est une méthode acoustique active parce qu'il y a une interaction, c'est-à-dire que le sonar émet des ondes dans l'eau et ces ondes-là vont rencontrer un obstacle, il y aura une réflexion et les ondes réfléchies vont encore revenir sur la tige qui a émis les ondes. C'est ça qui fait qu'on appelle active parce qu'il y a interaction. Alors qu'avec l'hydrophone, on parle de méthode acoustique passive parce que l'hydrophone est déployé dans l'environnement. L'hydrophone n'émet aucune action. L'hydrophone enregistre juste de façon passive, sans émettre. Ok, Clinton. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas de taper vos questions dans le chat. J'ai une question qui a été envoyée dans le chat de façon privée. La question est, quel est le profit de la communauté locale? Quel profit la communauté locale peut tirer derrière un tel travail? Ok, ça c'est une bonne question. D'abord, vous savez, le lamentin est une espèce spéciale. Une espèce spéciale en ceci qu'elle peut constituer un fort atout, pas qu'elle peut constituer, elle constitue un fort atout touristique. Et donc, si l'on peut savoir exactement où est-ce qu'on peut trouver le lamentin, alors ceci va améliorer le flux touristique. Il y aura plus de touristes dans le milieu. Et ce qui dit plus de tourisme dit augmentation des revenus des communautés locales à travers le tourisme. Parce que les touristes vont y vivre, ils vont y séjourner, ils vont y manger, ils vont essayer de découvrir la culture. Et c'est comme ça que ça peut bénéficier aux communautés locales. Donc, savoir améliorer notre façon, améliorer notre possibilité, notre aptitude à détecter le lamentin est quelque chose d'important aussi pour les communautés locales. Merci, Clinton. Any other question, please raise your hand or type in the chat.
en attendant de recevoir plus de questions, Clinton, j'ai une. Tu as parlé des paramètres environnementaux qui influencent la capacité de détection. Est-ce que à partir de là, on peut dire sans grand risque de se tromper que le lamentin, le nombre de lamantins est à peu près le même dans le lac, qu'il soit chargé en eau ou moins, qu'il y ait la Salvinia molesta ou pas, ou alors que l'eau soit plus transparente ou pas? Je n'ai pas bien compris ta question. Peux-tu la redire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, ma question, c'est est-ce que le nombre de lamantins dans le lac Ossa reste constant en fonction des paramètres environnementaux que tu as mesurés, c'est-à-dire la présence ou l'absence de salvinia, la transparence ou la quantité d'eau? Ok, merci pour ta question. Malheureusement, avec notre étude, il était impossible de savoir si le nombre de lamentaires augmente. Cependant, d'après mon observation à moi, c'est que euh, les lamentaires au lac Ossa ont migré, je veux dire quoi, se sont déplacés, ont quitté tous les endroits où il y avait la salvinia pour se retrouver aux endroits où il y en a pas. Maintenant, en termes de chiffres, je peux pas le dire. Il y a une seule étude qui donne à peu près le nombre de lamantins qu'il y a au lac Oussa, qui est d'environ 35, disons 50, parce que le lac Oussa communique avec la Sanaga et, et le lac Tsongo. Donc, il y a environ au moins une cinquantaine de lamantins dans le bassin versant dans la basse-cour de la Sanaga. Maintenant, est-ce que ce nombre de lamantins a augmenté ou pas? Il faut des études un peu plus poussées. Avec l'acoustique, malheureusement, pour le lamentin d'Afrique, il n'y a pas encore une méthodologie qui puisse déterminer le nombre de lamantins en fonction de leur vocalisation. Mais il y a d'autres espèces comme le dauphin qui ont des vocalisations tellement spécifiques qu'avec les enregistrements acoustiques, on peut savoir le nombre de lamantins. Avec le lac Ossa, si peut-être dans un proche avenir, nous pourrons trouver une méthodologie qui nous permet de déterminer le nombre de lamantins avec, à partir de leur vocalisation. Donc, en résumé, il n'est peut-être pas possible pour nous de dire si le nombre de lamantins a augmenté ou pas sur la base de cette étude. Mais les hypothèses sont les suivantes. Lorsque le niveau d'eau baisse, généralement, les lamantins de la Sanaga vont chercher à venir au lac Ossa, qui a un niveau d'eau qui ne baisse pas significativement, qui ne fluctue pas significativement avec les saisons. Donc, il est possible que pendant la saison sèche, que la population de lamantins fluctue. Mais là, avec notre étude, ce n'était pas possible de répondre à cette question. Merci, Clinton. Donc, avec ton explication, j'aimerais aussi préciser pour nos participants ici qu'il y a du champ à explorer dans le lac Ossa. Il y a de la connaissance à développer dans le lac Ossa. Et tel que tu l'as expliqué, il y a besoin de personnes pour travailler sur ces éléments-là. So, any other question or comment? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ok, nous avons fait le tour. Clinton, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on ne ferme la session d'aujourd'hui? Oui, j'aimerais juste remercier tous ceux qui ont pris de leur temps pour assister à ce webinaire et je les exhorte à assister aux prochains webinaires. Donc, chaque mois, AMMCO organise ce qu'on appelle AMMCO Webinar Series et je vous exhorte à participer. Nous avons beaucoup de thématiques intéressantes
Et juste avant de te remettre la parole, Cédric, j'aimerais juste préciser aux participants, à ceux qui sont connectés, que AMMCO organise le Street Manatee du 15 au 17 février à Dizanguer. Le Street Manatee, c'est une foire artistique et scientifique pour la gestion durable de la ressource en eau euh, du bassin de la Sanaga. Et il y aura des activités artistiques, des activités scientifiques, y compris un symposium où nous parlerons euh, de lamantin et de toute autre espèce vivant dans le bassin de la Sanaga ou tout autre bassin en eau. Donc, je vous exhorte à nous rejoindre du 15 au 17 à Dizanguer. Et Cédric, peut-être tu as plus d'informations là-dessus. Oui, Clinton, dans le Street Manatee visera à développer premièrement des stratégies pour une meilleure gestion, pour une gestion intégrée des ressources en eau du bassin versant de la Sanaga. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y aura également un symposium où des scientifiques camerounais et venus d'ailleurs qui ont fait des travaux dans le bassin de la Sanaga, que ce soit sur la pollution ou la gestion des pêches, la biodiversité, incluant le lamantin, les tortues à carapace molle ou d'autres espèces qui se retrouvent dans le bassin versant de la Sanaga. Et des thématiques aussi telles que les forêts, galeries, l'érosion fluviale. Tous ceux qui ont des travaux sur ces thématiques-là pourront présenter afin de permettre de faciliter la mise en commun pour faire un état des lieux du bassin versant et contribuer ainsi à la gestion intégrée des ressources de ce bassin versant. Gardez un œil sur les réseaux sociaux d'AMMCO et vous retrouverez l'appel à résumé qui a déjà été émis. Les enregistrements seront diffusés, le formulaire d'enregistrement sera diffusé bientôt. Et concernant notre Webinar Series, gardez également un œil sur le site AMMCO et sur les réseaux sociaux ou inscrivez-vous sur les newsletters. Vous pouvez taper www.ammco.org et vous serez sur le site AMMCO et vous aurez plus d'informations pour la prochaine série de webinaires qui sera en février. So thank you so much for joining. Please keep an eye on our website www.ammco.org and also our social media, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. And you will have information about the Street Manatee, which will take place from the 15th to the 17th of February in Zizange, where you will have the possibility to attend the workshop on the integrated management of water resources of the Lekosa and the Sanaga watershed. And also is in this platform where we are sharing the information on the webinar series, such as the next one, which will happen on the February. You will have information on all this. So thank you so much for joining and have a nice evening.